Imaginez une seconde. Et s'il existait un lien? Un lien presque invisible entre notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, et le tissu même de la réalité qui nous entoure. La question est simple, mais elle est vertigineuse. Est-ce que la matière dont on est fait peut vraiment, réellement, changer la matière dont le monde est fait? Ça a tout l'air de la science-fiction, je sais. Et pourtant, on va voir que la science elle-même a commencé à nous donner des réponses absolument hallucinantes. Alors pour commencer notre exploration, on va se pencher sur une expérience scientifique. En apparence, elle a l'air toute simple, mais croyez-moi, ces résultats, ils ont complètement secoué les bases de tout ce qu'on pensait savoir sur la réalité. Ok, alors imaginez un peu le labo. Des scientifiques prennent un récipient en verre, ils aspirent tout l'air, vraiment tout, pour créer un vide quasi parfait. À l'intérieur, il ne reste que des particules de lumière, ce qu'on appelle des photons. Bon, première mesure, sans surprise, ces photons sont éparpillés n'importe comment, de façon totalement aléatoire. Mais c'est précisément là que tout bascule. Ils prennent un échantillon d'ADN humain et hop, ils le placent dans le récipient. Et ils refont la mesure. Et là, le résultat, il est juste incroyable. Le changement est radical. Avant, sans l'ADN, c'était le chaos total, le hasard. Après, un ordre complètement inattendu apparaît. Les photons ne sont plus du tout aléatoires. Non, ils s'organisent, ils s'alignent parfaitement, comme s'ils suivaient une sorte de plan invisible dicté par la structure de l'ADN. C'est fou, non? C'est comme si notre propre matière biologique était capable de donner des ordres aux briques fondamentales de l'univers. La conclusion, du coup, elle est aussi inévitable que puissante. C'est cette phrase. La matière dont nous sommes faits a un effet direct sur la matière dont notre monde est fait. Et attention, alors on ne parle plus de philosophie ou de croyance spirituelle, non. On parle d'une observation factuelle, faite dans un laboratoire. Bon, cette première expérience, elle nous montre une sorte d'influence, disons, passive. Notre biologie est là et les choses changent autour. Mais, et si on allait plus loin? Qu'est-ce qui se passe si cette influence n'est plus passive mais devient active? Si on passe de la simple présence à l'acte conscient, délibéré, d'observer? C'est exactement cette question qui a poussé, en 1998, des chercheurs du très réputé Institut Weizmann des sciences à monter une expérience ultra rigoureuse. Leur objectif était clair, réexaminer l'un des mystères les plus fous de la physique quantique, ce fameux effet de l'observateur. Mais cette fois, avec du matériel de pointe hyper contrôlé. Et leurs résultats, qui ont été publiés dans la prestigieuse revue Nature, eh bien ils étaient sans appel. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas un simple interrupteur on-off. Ce n'est pas juste on observe ou on n'observe pas. Non, l'expérience a démontré que plus l'observation est intense, plus l'influence sur ce qui se passe est grande. C'est comme un variateur de lumière en fait. Plus on se concentre, plus la réalité réagit. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que cette découverte scientifique super pointue fait écho à une sagesse qui a des milliers d'années. Des siècles avant les accélérateurs de particules, un sutra bouddhiste disait déjà la même chose quasiment mot pour mot. La réalité n'existe que là où l'esprit crée une concentration. C'est incroyable. La science moderne venait de prouver, sans même le chercher, un concept que les mystiques connaissaient depuis toujours de manière intuitive. Mais attention, cette idée d'une réalité qu'on pourrait modeler, influencer par notre conscience, ça n'a pas plu à tout le monde. Loin de là. En fait, ça a profondément perturbé l'un des plus grands esprits de tous les temps. Et ça a mené à un véritable choc des titans de la science. En gros, on avait deux visions de l'univers qui s'affrontaient violemment. D'un côté, le grand Albert Einstein. Pour lui, l'univers était une sorte d'horloge cosmique, mécanique, parfaite, qui existe que l'on soit là pour la regarder ou pas. On est juste des observateurs, séparés. Et de l'autre côté, on a son ami et collègue, le physicien John Wheeler. Lui, en regardant exactement les mêmes équations, il arrive à la conclusion inverse, radicalement opposée. On est fondamentalement connecté à cet univers. Einstein était tellement mal à l'aise avec cette idée d'une influence instantanée, qui semblait défier toute la logique, qu'il a trouvé une expression qui est restée célèbre. L'action fantôme à distance. Pour lui, ce n'était pas juste une erreur, c'était quelque chose de fantomatique, d'effrayant même. Et cette action fantôme, c'est devenu le véritable caillou dans sa chaussure pour toute la fin de sa carrière. Il a passé des années à chercher une théorie du champ unifié pour tout expliquer, pour tout réconcilier. Mais il a fini par admettre, sur son lit de mort, qu'il était resté bloqué, coincé, précisément sur cette idée de connexion quantique. C'était la pièce du puzzle qu'il n'a jamais réussi à placer. Mais là où Einstein a vu un mur infranchissable, John Wheeler, lui, a vu une porte grande ouverte. Il a décidé de pousser la logique jusqu'au bout, jusqu'à sa conclusion la plus folle. Et il a proposé un changement total de notre façon de voir le monde. Wheeler a résumé l'ancienne vision du monde, celle d'Einstein, avec une analogie géniale. Il disait « On avait cette vieille idée qu'il y a un univers là-bas, et nous, l'homme, l'observateur, on est protégé en toute sécurité de cet univers par une épaisse plaque de verre.
une plaque de verre de 15 cm, qui nous sépare de la réalité. Et c'est là que Wheeler assène le coup de grâce. Il explique que pour observer ne serait-ce que la plus petite particule, un électron, on est obligé de briser cette plaque de verre. On ne peut pas faire autrement. Sa conclusion est donc radicale. L'ancien mot observateur doit simplement être rayé des livres. Nous devons le remplacer par le nouveau mot participant. C'est énorme. Il n'y a plus d'observateurs. Il n'y a que des participants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste un participant? C'est un concept vraiment profond. Ça veut dire qu'on n'est pas des spectateurs, dans une salle de cinéma, en train de regarder un film qui se déroule sans nous. Non, on est les co-scénaristes, les co-réalisateurs de ce film. L'acte même d'observer devient un acte de création, qui aide la réalité à naître, à prendre forme. C'est une idée qui donne le vertige, n'est-ce pas? Si on n'est plus de simples observateurs, mais des participants actifs, alors, concrètement, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les conséquences de cette vision dans notre vie, là, maintenant? Les implications sont juste dingues. Si Wheeler a raison, ça voudrait dire qu'on ne trouvera jamais la plus petite particule de matière. Pourquoi? Parce qu'en cherchant quelque chose de plus petit, notre attente même va en créer une. C'est pareil pour l'univers, on ne trouvera jamais ses limites, son bord. Parce que partout où notre conscience se portera, eh bien, l'acte de regarder créera quelque chose à voir. Il y aura toujours quelque chose. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Une question qui n'est plus seulement scientifique, mais qui devient profondément personnelle. Si le simple fait de porter notre attention quelque part est un acte de création, alors la question la plus importante devient « sur quoi est-ce qu'on choisit de se concentrer ? Quelle réalité choisit-on à chaque instant de faire exister avec notre regard ?»